C'est vrai que nous allons d'abord parler d'Ukraine puisque nous sommes dans un moment de tension, amiral Vichot, un moment de tension concernant les frappes de longue portée en territoire russe qui sont toujours en discussion du côté américain notamment. Mais ce soir, il faut le savoir, hier plus exactement, le président canadien a lui déclaré qu'il était favorable, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu'il était favorable à ces frappes de longue portée. Écoutez. Tout pays ayant un voisin doté d'une arme légèrement plus puissante que la sienne devrait s'inquiéter s'il est soudainement autorisé à l'envahir et à redessiner des lignes sur la carte. Donc le Canada soutient pleinement l'Ukraine, qui utilise des armes à longue portée pour empêcher la Russie de continuer à dégrader les infrastructures civiles ukrainiennes et surtout de tuer des civils innocents dans le cadre de sa guerre injuste. Amiral Jean-Louis Vichot, je le rappelle, vous êtes ancien commandant des forces maritimes françaises dans le Pacifique. On reviendra également dans le Pacifique dans un instant parce qu'on va parler de Taïwan, mais je voudrais revenir sur les mots de Justin Trudeau à l'instant. Que valent les mots de Justin Trudeau du Canada ce soir ? C'est le Premier ministre du Canada qui s'exprime. Donc ce sont des mots qu'il faut considérer avec beaucoup d'attention et d'écoute. Mais il est certain que le Canada aujourd'hui n'est pas en première ligne, même s'il fait partie de l'OTAN et il participe à l'armement de l'Ukraine au sein de l'organisation. Donc c'est important d'avoir cet avis. Maintenant, ce Premier ministre est comme les nôtres, enfin comme nos gouvernants, il est lui aussi contraint par les traités qui se sont passés, par les accords qui ont été passés, en particulier par l'armement qu'il possède. Parce que le Canada, est-ce qu'il envoie concrètement des armes de longue portée à l'Ukraine ? Alors je l'ignore très clairement, je ne le pense pas, parce qu'il n'en a pas, ou en tout cas il en a très peu. Et il n'a pas fait ce choix. En tout cas, il n'apparaît pas dans les principaux fournisseurs d'armes de longue portée actuellement. Il a fait d'autres choix et il apporte aussi une aide précieuse, mais le Canada, d'abord, il est protégé par la distance, et c'est l'autre côté de l'Atlantique. Ensuite, il a une armée qui est une armée compétente, mais qui est une armée peu nombreuse et qui est totalement équipée, largement équipée par les États-Unis d'Amérique. Donc elle est comme d'autres pays dans la main des États-Unis pour l'utilisation d'armements lourds. Certains experts de la défense, certains militaires comme vous, disent également que ces armes de longue portée, elles ne vont pas changer le cours de la guerre. Je vous propose d'écouter Marc Chassilian, qui était sur notre antenne hier soir. Si ces armes sont utilisées à l'intérieur de la Russie, ça ne va pas donner aux Ukrainiens la victoire. C'est-à-dire, la victoire des Ukrainiens, ça signifie que la Russie a perdu. Oui. On en est encore très loin. Ce que je veux dire, c'est que entre les mains des Ukrainiens, des armes à longue portée, alors je précise, en nombre suffisant, quand on regarde l'étendue du front et quand on regarde le nombre de cibles potentielles à détruire, on va dire dans une profondeur de 200-300 km à l'intérieur de la Russie, des armes comme ça, il en faut au moins 1 millier. Amiral Vichot, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis d'accord avec cette analyse. Si on veut effectivement anéantir toutes les forces russes qui aujourd'hui menacent l'Ukraine, il faut un nombre considérable d'armes. Et ces armes coûtent très cher. Je vous rappelle qu'on est au-delà du million d'euros pour un seul missile Scalp. Donc ça serait extrêmement ambitieux. D'autre part, nous n'avons pas ces armes. C'est parfaitement clair. Les armes que nous avons, on les compte plutôt par centaines, voire par dizaines, que par milliers. Donc vous avez une possibilité matérielle. Et même pour les Américains, ils ont des armes en bien plus grand nombre que nous, mais ils n'ont pas des armes en nombre suffisant pour aujourd'hui déclencher un déluge de ces armes sur la Russie. On n'est pas capable de les produire non plus ? On n'est pas capable de les produire non plus à un rythme aussi grand. Élevé, oui. On n'a pas fait les dépenses d'investissement, on n'a pas recruté le personnel, tout simplement parce que les entreprises n'ont pas eu les commandes. Il faut se rappeler toujours que nous sommes maintenant dans un monde où il n'y a plus d'arsenaux, ou pratiquement plus d'arsenaux, et que quand l'État veut développer son armée et veut l'équiper, il doit passer des commandes à des industriels, et que ce n'est que quand les industriels ont ces commandes et ont reçu les avances correspondantes qu'ils lancent la production, qu'ils forment les ouvriers, qu'ils achètent les machines-outils. Donc ce n'est plus comme autrefois, où quand on disait à un arsenal, vous multipliez les cadences. D'abord, cet arsenal avait été conçu
pour avoir des machines en grand nombre. Il avait des ouvriers parfois j'allais dire en surnombre, et donc on pouvait rapidement monter en puissance. C'est fini, c'est terminé, ce sont des choix qui ont été faits au moment où on a touché ce qu'on appelle les dividendes de la paix, et aujourd'hui ça n'est plus possible. Donc aujourd'hui, tout approvisionnement supplémentaire passe par des commandes supplémentaires et par de l'argent débloqué immédiatement qui permet de déclencher ces commandes. Voilà, et aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que ces commandes, elles n'ont pas été passées. Pour la plupart d'entre elles, on a passé des commandes, mais elles sont plutôt en train de renouveler les stocks qu'on a utilisés que d'accroître notre arsenal. Alors, c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser également, c'est est-ce que ces armes de longue portée pourraient être utilisées pour frapper la Crimée? Et c'est là où je veux votre regard d'amiral, qui est très précieux ce soir, parce que l'Ukraine avait dit que la guerre se terminerait en Crimée et que c'était clairement un de leurs objectifs. Alors ces armes, elles ont déjà été utilisées en Crimée, puisque on sait que, par exemple, le quartier général de la marine à Sébastopol a été bombardé par une de ces armes. On sait que récemment, un sous-marin russe a été détruit. Ils ont fini de le démolir, plus exactement, avec une arme de ce type également. Donc voilà, elles sont utilisées en Crimée, mais la Crimée, je vous rappelle, c'est un territoire ukrainien. Donc on reste dans la limite de l'épure fixée par les Américains. Ce qui sera beaucoup plus significatif, le jour où l'une de ces armes, qui sont des armes puissantes, sont des armes où il y a 150 kg d'explosifs, voire plus, et donc c'est beaucoup plus puissant qu'un drone, le jour où ces armes tomberont sur un aéroport russe situé dans la Russie. D'où les bombardiers russes décollent en fait pour frapper l'Ukraine. Exactement, ce que demande d'ailleurs le président Zelensky. Oui. Ce jour-là, le signal sera très fort. Mais on conçoit bien actuellement que, en plus avec l'élection en cours, le risque qu'une de ces armes, après avoir été tirée, soit abattue par un missile de défense anti-aérienne, par exemple russe, et qu'elle tombe cas dramatique sur une école, un hôpital, que sais-je, parce qu'elle visait autre chose, mais elle a été interceptée, donc le risque existe. À ce moment-là, vous imaginez la campagne de presse, ça serait terrible pour le gouvernement américain ou pour le gouvernement occidental qui aurait lancé cette arme. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est pas forcément, on parle souvent sur ces plateaux de viser ces fameux aéroports d'où partent les bombardiers russes pour attaquer l'Ukraine, et là on ne parle pas d'une erreur de calcul, mais d'une erreur d'interception, en fait. Oui, alors cette arme serait lancée sur l'aéroport. Oui. Jusque-là, il n'y a rien à dire. C'est bien un objectif militaire qui est visé par un moyen militaire. Mais le risque, c'est ce qu'on appelle le fameux dommage collatéral, où ce missile est intercepté sur sa trajectoire parce que l'adversaire a bien fait son travail, sauf que, pas de chance, il tombe au mauvais endroit, au mauvais moment. Et à ce moment-là, il provoque des dégâts considérables dans la population civile. Et vous imaginez tout de suite l'exploitation que peuvent faire tous les adversaires de celui qui a tiré. Bien sûr. Donc ça, c'est le risque qui, à mon avis, est le risque aujourd'hui qui influence le plus les décideurs occidentaux.